Bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème énième mission du FMI au Congo. Vous l'avez compris, le Fonds monétaire international est de nouveau à Brazzaville. Objectif, poursuivre les négociations entamées en 2017. Le but est de signer un programme de redressement économique et financier. Le travail à faire pour le FMI est d'analyser l'état financier du Congo. Plusieurs dossiers sont à examiner. Et quelles sont donc les chances ou les conditions d'un accord réaliste entre le Congo et le FMI? Avec moi pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici Monsieur Alphonse Ndongo, il est journaliste économique. Bonsoir Alphonse. Bonsoir Nexin. Et merci de revenir parmi nous après une si longue absence. Le devoir nous interpelle, on n'a pas de choix. C'est vrai qu'on a connu pas mal de difficultés entre-temps, de la DGST au décès de mon épouse, mais on reste journaliste, il faut bien qu'on soit sur le terrain professionnel pour exercer notre métier. Merci beaucoup Alphonse. En face de vous, j'ai monsieur Augustin Benazo, il est analyste économique. Bonsoir. Bonsoir Nexin. Et merci aussi d'être revenu nous voir aujourd'hui. Oui, pour l'intérêt de la nation, on a intérêt à y contribuer légèrement, souvent qu'on peut le faire. Et celui qu'on appelle monsieur Chiffre, Clova Hassen Bozir, il est de la société civile. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Enfin, je suis un acteur de la société civile, mais aller jusqu'à dire monsieur Chiffre, c'est exagéré un peu. Et au moins, merci beaucoup. En tout cas, c'est les téléspectateurs qui vous appellent comme ça, parce que vous connaissez trop de chiffres, vous avez trop de chiffres dans la tête. Je disais que parmi les dossiers examinés, les contrats de prêt avec Glencore, Trafigura, United Bank of Africa, la Turquie et Afrexim Bank, les fonds ont été décaissés sur la période de 2014 à 2017. Le compte du Congo en Chine, notamment les mouvements et les soldes annuels, le tableau d'exécution du budget du Congo fin juillet 2017 et celui de la dette intérieure par catégorie de créanciers et de la balance de paiement, reflétant la dette gagée sur le pétrole entre 2014 et 2017. Il y a évidemment des problèmes de gouvernance, nous allons en parler ici, mais nous repartons du côté de la régie pour écouter le ministre des Finances, M. Calixte Ganongo, lors de la rencontre avec la nouvelle mission du FMI au Congo. Regardez. La volonté du gouvernement congolais à conclure un programme avec le Fonds monétaire international reste majeure. Le ministre des Finances et du Budget l'a réitéré à la mission de cette institution de Bretton Woods, tout en relevant des efforts fournis par le gouvernement dans cette dynamique. Le gouvernement a mis en œuvre toutes les mesures préalables. Premièrement, l'adoption d'un budget conforme aux paramètres du programme. Deuxièmement, la publication d'un rapport sur l'étude diagnostique du gouvernement sur les questions de gouvernance et de corruption. Cette étude a été réalisée, permettez que nous vous le rappelons, avec l'assistance des services du Fonds monétaire international. Troisièmement, soumettre au Parlement un amendement à la loi portant création de la SNPC, rendant obligatoire chaque année la publication des audits de ses comptes financiers ainsi que ceux de ses filiales. Près de 6 mois après la transmission du mémorandum des politiques économiques et financières, présageant la présentation du dossier du Congo au conseil d'administration du FMI, piétine. Le pays est loin de trouver satisfaction. Même le cadrage est devenu caduc et mérite toutefois d'être réactualisé. Le chef de la mission du FMI, dont l'intention est de faire avancer ce dossier, estime tout de même que celui-ci soit minutieusement examiné. Un point fondamental, c'est actualiser le cadrage macroéconomique en tenant compte d'une situation dans le marché pétrolier qui a changé. Et avec plus de ressources, le besoin de financement du Congo pourra être révisé et l'effort qui sera demandé aux créanciers extérieurs dans le cadre de la restructuration de la dette pourra être modifié en tenant compte de ce nouveau paramètre. À cela s'ajoute la question des assurances de financement au regard de la dette publique extérieure du Congo qui paraît insoutenable à l'en croire. Il est impérieux de finaliser un accord avec les créanciers tout en tenant compte de la nécessité de réduire le poids de cette dette et aussi que le Congo ait la maîtrise de la dette publique intérieure qui, selon lui, constitue tout aussi un poids sur le dynamisme de l'économie. Là, chers messieurs, comment réagissez-vous après ce reportage, M. Clova Hassen Bozir? Bon, merci monsieur le journaliste. Je crois bien que la situation avec le FMI et le Congo date de 2017, comme vous l'avez dit.
Donc, il y a eu l'engagement du gouvernement à travailler avec le FMI. Bon, le gouvernement a publié sur l'instruction du président de la République un rapport sur la gouvernance et la corruption. Dans ce rapport, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour lesquelles il s'est engagé devant le FMI à mettre en œuvre. Et si vous regardez dans ce rapport, il y a pratiquement 45 mesures principales que le gouvernement doit mettre en œuvre. La question aujourd'hui, quand le FMI arrive, malgré ce qu'ils sont en train de dire, ils vont regarder, parce qu'il y avait un deadline, qu'est-ce que le gouvernement a eu à mettre en œuvre par rapport à l'engagement qu'il a pris, parce que pour chaque mesure, il y avait une date limite, il y avait une date pour réaliser ces mesures. Tout à l'heure, nous allons les développer, mais je pense que le problème aujourd'hui du Congo doit être revu par le simple fait que d'abord, il faut commencer par le cadrage macroéconomique, du fait qu'il y a eu une embellie financière en ce qui concerne, il va y avoir une embellie financière en ce qui concerne avec l'augmentation du coût du baril sur le marché, même s'il va fluctuer. Donc, il faudrait donc, on essaie de regarder de telle sorte que le besoin en financement essaie de baisser, tenant compte de nos propres entrées pour éviter d'augmenter, parce que chaque fois que nous allons chercher à augmenter le besoin, ça veut dire qu'il faut recours à l'emprunt, ce qui va toujours augmenter, aggraver la dette, qui n'est déjà pas soutenable. Tout à l'heure, on pourra en parler. Monsieur Alphonse. Oui, ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'il y a quand même de petites avancées significatives de la part du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement même a pris trop de retard dans ce dossier après la réunion de décembre 2016 à Yaoundé, réunion au cours de laquelle Christine Lagarde, la présidente du FMI, avait pris part, et même à l'époque, le locataire de Bercy, c'est-à-dire Michel Sapin, à l'époque du président Hollande. Et donc, il a été recommandé à tous les États de la sous-région, tenant compte de la conjoncture, de pouvoir signer un accord avec le FMI pour essayer de rétablir certains équilibres. Le Congo, avec la Guinée équatoriale, selon les deux pays qui se sont illustrés par un certain frémissement, dû peut-être pour ce qui concerne le Congo. J'ai remarqué qu'il y avait pratiquement 2 impédimenta qui n'ont pas permis aux autorités congolaises de pouvoir négocier un accord avec le FMI, d'abord politique et diplomatique, et de l'autre côté, c'est tout à fait économique. Politique et diplomatique parce que j'ai l'impression, ça c'est un constat, j'ai l'impression que à Brazzaville, on redoutait un tout petit peu les recommandations du FMI. C'est un euphémisme, hein, ça n'a pas valeur de recommandation. En fait, ce sont les exigences qui vous permettent d'accéder au marché international. Et là, j'ai l'impression que donc on a un peu eu peur, tenant compte de ce qui se passait déjà dans certaines capitales de la sous-région, notamment N'Djamena, avec la grogne sociale. Et évidemment, tenant compte du climat politique même dans notre pays à l'époque, avec la guerre du Pôle, et certainement le climat post-électoral, je pense que certains, ceux qui sont à la manœuvre dans les officines politiques se sont dit, est-ce que nous pouvons accepter ces exigences du FMI? Enfin, est-ce qu'on pourra être capable d'accepter la potion amère du FMI au risque, n'est-ce pas, de créer un élément déclencheur qui pourrait mettre à mal la situation sociale. Et de l'autre côté, je pense qu'aussi au plan diplomatique, il faut qu'on se dise des choses qui sont tout à fait vraies. Le climat entre Paris et Brazzaville, le ciel n'était pas vraiment bleu. Donc, on sait très bien que c'est maintenant que le président de la République, par exemple, est en train d'être reçu, est à Paris, à l'invitation, n'est-ce pas, de son homologue français, Emmanuel Macron. Donc, dans un pays de l'Afrique francophone, notamment de la zone franc, vous ne pouvez pas avoir un accord avec le FMI si vous ne bénéficiez pas de l'onction de la France. Et en ce qui concerne les autres pays comme le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon, le Cameroun, ça a été quand même l'onction de la France. Et là, je pense qu'il fallait, pour les autorités congolaises, jouer un peu à l'attentiste. Et au niveau même économique, il faut qu'on se dise aussi que là, il y avait de nombreux soucis, tenant compte de certaines dettes, de certains contrats que nous avons signés. Moi, j'appelle ça contrat Léonard, même si je n'ai pas sous les yeux de A à Z les termes de référence de ces contrats, mais ce sont quand même des contrats quasiment Léonard, avec Trafigura, Glencore, puisqu'il est dit quelque part dans ces contrats que lorsque le prix du baril venait à fluctuer vers la hausse, et que
donc le Congo devrait se partager cette plus-value avec les créanciers, donc avec ces créanciers Trafigura, Glencore. Et donc il y a apparemment toutes ces choses qui ont fait que nous avancions à pas de lombric. Aujourd'hui, les choses sont en train, je sens que le gouvernement a fait de nombreux efforts, notamment dans le cadre de certaines mesures structurelles avec des sociétés considérées comme des canards boiteux, SNE, et surtout même au niveau quand même de la redéfinition même de l'architecture, de l'organigramme de la SNPC. Bon, ce sont quand même des mesures. Ajoutées à ça, la création d'un organe chargé de la lutte contre la corruption, même si ça ne change rien sur le fond. Mais au moins, c'est quand même de beaux vernis qu'on a pu poser là et qui permettent aujourd'hui, à mon humble avis, pour le gouvernement congolais, de pouvoir donc discuter avec le FMI. Mais il faut ajouter à cela qu'il y avait aussi un véritable obstacle avec d'autres créanciers, notamment la Chine. Donc, selon certaines informations, le stock de la dette pèserait quasiment plus de 50%, sinon près de 60% du stock de la dette totale. Bon, est-ce que tout cela, si on ajoute la Turquie aussi, qui s'est évitée dans le même lot, le Brésil, et je crois qu'il y a une équipe des dirigeants congolais qui pilotent ces dossiers, M. Lucien Bata avec M. Maboulou, qui se sont rendus récemment en Turquie, qui se sont rendus aussi en Chine. Et je pense que depuis le 5 de ce mois, en Chine, à Beijing, il y a, n'est-ce pas, des négociations qui sont en train de se faire entre les autorités congolaises et Beijing pour essayer donc de restructurer la dette, n'est-ce pas, du de la Chine. Donc tous ces éléments, je pense, aujourd'hui permettent quand même de dire qu'il y a des choses qui se font. Le ministre des Finances aussi a quand même joué un très grand rôle. Autrement dit, il y a des chances, quoi. Il y a des chances. Donc je pense que les conditions, à mon humble avis, enfin, peut-être si on ajoute à ça l'embellie du marché, là... On va écouter Augustin Menazo, monsieur Augustin Menazo, pardon, sur la réaction, votre réaction sur le reportage qui venait de se passer. Et puis, selon vous, est-ce que c'est finalement une chance pour le Congo que de voir le FMI revenir? Oui, il y a ce qu'on appelle la motivation comparée. C'est-à-dire que dans la sous-région, tous les pays étaient dans cette même situation depuis 2015. Mais il y a des grands pays qui ont évolué parce qu'ils ont manifesté une volonté de dialoguer avec le FMI. Le Cameroun, ça fait 2 ans qu'il bénéficie de l'appui du FMI. Le Gabon, la Centrafrique, qui est le plus petit pays, avec 95 milliards. Le Gabon et le Cameroun, ils étaient dans les alentours de 300 milliards d'appui pour rebooster leur économie. Et le Congo, 2 ans après, on continue à traîner parce qu'il y a eu beaucoup de contrastes dans le dialogue qu'on a eu avec le FMI. On pense que, regardant les autres pays qui ont bénéficié de l'appui, comment ils arrivent à développer, à se maintenir sur le marché des indicateurs macroéconomiques, le Congo n'a pas de choix d'intégrer l'approche. Et alors, comment pensez-vous que le Congo, alors avec ces négociations avec le FMI, pourrait redonner confiance aux investisseurs, Clovin? Bon, avant d'aborder la question sur la confiance qu'il pourra avoir avec les investisseurs, le grand problème du Congo aujourd'hui, qu'on le veut ou non, voilà pourquoi pour moi, le problème, ce n'est pas de dire déjà d'avance ce qui va se passer, parce que c'est à la délégation de FMI de faire l'évaluation sur la manière dont le Congo a mis en œuvre ses recommandations, c'est-à-dire ces mesures qu'il avait lui-même prises pour essayer d'améliorer la gouvernance. Parce que le rapport diagnostic que le ministre des Finances vient de dire, effectivement, dit que le Congo souffre d'une déficience, comment on appelle ça, de gouvernance. Ça veut dire que la gouvernance a été très mauvaise. Le fait que la gouvernance a été mauvaise, il y a des éléments qui ont été soulevés comme des indicateurs. Par exemple, le rapport entre la commercialisation du pétrole et le revenu a été très faible, ou bien en bas de la moyenne par rapport à la sous-région. Le FMI demande quoi? Il faut faire l'audit des sociétés publiques. Quand il demande l'audit des sociétés publiques, il entend par là principalement la SNPC. Aujourd'hui, quel est le délai que le Congo avait donné pour démarrer ces audits? Est-ce qu'ils vont regarder est-ce que les audits sont disponibles? Le gouvernement avait pris l'engagement
par exemple, de créer un portail web du gouvernement sur lequel il va mettre les informations pour que le public ait accès. Parce que l'un des éléments qu'on a fait remarquer, c'est que le public n'a pas accès à l'information sur ce que le gouvernement en tient de faire. Donc, le FMI va regarder ces éléments. Par exemple, dans ce rapport, on dit que l'un des éléments sur la gestion des finances publiques, c'est que, par exemple, les citoyens n'ont pas accès à l'information sur l'accord que le gouvernement a eu avec la Chine. Quel est le problème? Il s'avère qu'en 2006, le Congo a signé un accord de partenariat stratégique avec la Chine. Dans cet accord, il était prévu au départ que la Chine accorde 1,6 milliard de dollars américains à l'État congolais. Des crédits concessionnels, parce que c'est des prêts concessionnels, tout simplement parce que c'est sur une durée de 20 ans, avec un taux d'intérêt très faible de 0,25%, donc, et avec un taux différé de 5 ans. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, avec les travaux pour les Jeux africains, ils ont encore accéléré les prêts auprès de la Chine, qui fait que, fin 2017, nous nous retrouvons avec 2,9 milliards de dollars américains de dette. Donc, devant cela, la difficulté, c'est quoi? L'accord était que 25% des revenus de la vente du pétrole du Congo doivent rester dans Exim Bank pour garantir les prêts que le Congo a consentis auprès de la Chine. Aujourd'hui, demander à la Chine de restructurer cette dette, et puis cette dette avec la Chine n'est pas insoutenable. La dette devient insoutenable à partir du moment où on associe cette dette avec la dette avec les traders, qui a été fait au taux de 7%, allant jusqu'à 7%, sur des délais très courts. Donc, quand ces deux dettes sont associées, la dette du Congo devient insoutenable. Donc, il faut revoir les négociations avec d'abord les sociétés, des traders, de telle sorte que une fois que l'accord sera trouvé avec eux, avec la Chine qui est un partenaire sûr du Congo, qu'on le veut ou non, les choses pourront aller pour le mieux. Donc, cela étant dit, la question c'est de savoir, le Congo a pris des mesures, de l'engagement de mettre des mesures sur l'état de droit. Quel est le niveau de la mise en œuvre de ces mesures aujourd'hui? Il était prévu dans cet accord, parce que c'est un rapport qui a 55 pages. Dans ce rapport, le Congo dit que moi, je vais par exemple mettre sur le site web tous les instances du tribunal de la justice du Congo, la Cour suprême, les tribunaux de ceci, donc avec les responsables des tribunaux, les procureurs, les affaires qu'ils règlent, publié au fur et à mesure, et surtout sur la corruption. Aujourd'hui, le FMI est venu. Est-ce que le Congo a mis en œuvre ces mesures sur l'état de droit? Deuxième élément, ils vont regarder les mesures sur la transparence. Le Congo a pris l'engagement, par exemple, d'ouvrir le processus, par exemple, sur les personnes politiquement exposées. Est-ce qu'aujourd'hui, le registre de commerce donne déjà quelles sont, par exemple, les personnes politiquement exposées qui ont les affaires? Parce qu'il faut faire le dit sur toutes les sociétés et désormais toutes les sociétés qui existent au Congo au niveau du registre de commerce. On dirait les personnes morales, il faut qu'ils indiquent, ils enregistrent les personnes physiques qui bénéficient réellement de ces entreprises au dernier moment. Or, aujourd'hui, je ne sais pas si cette mesure a été d'être mise en œuvre. Il est mis dans le cas des entreprises pétrolières la propriété réelle. Est-ce qu'aujourd'hui le Congo a déjà pris des engagements? Sur le papier, oui, parce que on le regarde, il a fait des avancées avec l'adoption de la loi, plutôt le projet de loi sur le patrimoine. Ça, déjà, ça va avancer. C'est un élément sur la mise en œuvre de ce que vous appelez, comment on appelle ça, la commission de lutte contre la corruption. C'est un décret qui est pris. Là, ils ont avancé, mais il reste, parce qu'il avait aussi pris l'engagement de mettre le comité de transparence. D'après le code de transparence, il est prévu qu'une loi soit prise dans ce sens. Donc, le FMI va regarder tous ces éléments pour regarder au final qu'est-ce que le gouvernement a fait pour prendre une décision. Peu importe. Donc, si les choses retardent, pour moi, personnellement, ce n'est pas du côté du FMI, mais c'est du côté du Congo qui a pris ses engagements, qui les a mis noir sur blanc sur un papier, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc le FMI va évaluer
Et au final, il va prendre une décision pour voir si le Congo a fait des efforts, il peut signer ou pas. Parce qu'il y a des délais. Et quand vous regardez dans ce rapport que le gouvernement a publié sur la gouvernance et la corruption, beaucoup de délais, quand tu regardes, sont passés. Même, je ne sais pas si, par exemple, aujourd'hui, le Congo, il y a un portail web du gouvernement qui publie ces informations. Donc, quand vous regardez tout ça, dans les régies financières, avec la douane, les mesures ont été proposées pour que ça soit fait. Est-ce qu'aujourd'hui, l'informatisation, est-ce qu'aujourd'hui, les déclarations de recettes sont systématiques? Donc, voilà tous les éléments en dehors des problèmes financiers, comment on appelle ça, des prêts, des crédits qu'il faut regarder, les dettes qu'il y a entre le Congo et les partenaires, avant même d'aborder cette question, parce que là, le FMI pour financer, pour commencer à soutenir le Congo, parce que tant que le FMI n'a pas donné l'accord avec le Congo, aucun investisseur ne pourra se présenter à la porte du Congo. Et aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'augmenter la dette, c'est de regarder comment faut-il réduire cette dette en comptant sur nos propres efforts. Et je crois que c'est là où le FMI veut pousser le Congo. Merci beaucoup pour cette bonne analyse. Un chiffre dans cette émission, une partie de la dette contractée pendant que le prix du pétrole était au plus haut, 100 et 140 $ le baril, et ben le Congo, avec les envols des recettes budgétaires, avait permis donc d'engranger quelques 14 000 milliards de francs CFA dans un fonds pour les générations futures aujourd'hui disparues. Donc il y a bien des problèmes de gouvernance. Monsieur Augustin Benazo, redonner confiance aux investisseurs par les négociations avec le FMI, est-ce que c'est possible lorsque vous entendez Monsieur Hassan parler? Oui, je pense que, j'ai dit tout à l'heure, il y a des facteurs motivants dans cet accord. Je reviens toujours de dire que notre pays, on a tendance à traîner dans les négociations. Je prends l'exemple du projet PPTE, qui a commencé en 2005-2006 et qu'on est arrivé au bout en 2010. Vous voyez tout le temps qu'on a pris. C'est vrai que dans la mise en œuvre des recommandations des partenaires, il y a toujours un cadre qui est là, qui essaie de réfléchir, d'apporter des réponses aux recommandations des bailleurs, comme vient de dire Arsène. Mais je crois. Deuxième facteur positif, c'est que monsieur Alex Zougira Oubiro, qui est le chef de mission FMI, a été au Gabon. Donc c'est lui qui a favorisé le Gabon d'aller dans le processus, dans le processus FMI. Donc je pense que il est plus pragmatique que monsieur Abdoul Aziz, qui était plus analytique, qui amenait vraiment à chercher à comprendre la situation factuelle du Congo dans les paramètres macroéconomiques. Je pense que ça, c'est un élément motivant pour dire qu'on peut arriver à un accord. Est-ce que le changement de chef de représentation peut changer quelque chose, selon vous? Bon, avant d'y répondre, je voudrais quand même préciser à Augustin que c'est vrai, le Congo traîne une mauvaise réputation de toujours traîner dans les négociations avec le FMI. En ce qui concerne l'accession du Congo aux pays pauvres très endettés, ça a démarré sous Sassou 1. Donc après Sassou 1, il y a eu la conférence nationale souveraine, Souba, Mungangela, ils n'ont pas pu, et on est donc arrivé finalement Sassou 2, et puis Sassou 3. Donc ça c'est une habitude, c'est reconnu. Pour répondre à ta question, je ne pense pas que le changement de chef de mission puisse apporter quelque chose. Les choses sont tellement claires au niveau des FMI. Vous avez un tableau de bord qu'on suit. Il n'y a pas de diplomatie là-dessus. Ce sont des choses qu'on regarde. Mais moi, je pense beaucoup plus que, comme le disait Hassan, ce n'est pas au FMI de faire de grands efforts ou faire des yeux doux au Congo. C'est le Congo qui devrait, n'est-ce pas, se décarcasser pour pouvoir donner des gages de confiance que vraiment il voudrait, n'est-ce pas, négocier s'il y a un accord avec le FMI. À y regarder de près, j'ai fort l'impression que certains conseillers ou analystes politiques de renommée internationale qui doivent assister le Congo dans le cadre de ces négociations, est-ce que je finis par leur donner raison? Parce que il y en a qui ont demandé au gouvernement d'attendre un tout petit peu parce que il se pourrait que les cours du brut puissent rebondir sur le marché international, ce qui pourrait donc donner une bouffée d'oxygène au trésor public congolais. Aujourd'hui, effectivement, on constate que le baril du pétrole, c'est vrai qu'il y a quelques 2 jours, il est redescendu en deçà de 70 $, le baril, mais quand vous regardez, vous jetez un coup d'œil sur le budget du Congo 2019, vous voyez qu'on a tablé sur 70 $ le baril, avec évidemment même dans les prévisions
un excédent, même si on aura encore besoin de plus de 400 milliards de francs CFA à lever sur le marché international en termes de besoins de financement du Congo. Et j'ai fort l'impression que les autorités congolaises jouent un peu au jeu du chat et de la souris avec le FMI. On regarde si sur le marché international les choses s'améliorent pour nous. Dans ce cas, on peut facilement restructurer nos dettes et pourquoi pas, ce qui signifie que nos besoins de financement ne seront plus les mêmes qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2016, 2017. Et je ne sais pas, c'est une approche, c'est une analyse personnelle. Je n'ai pas dit que j'avais la certitude que c'est cela. Mais à regarder, tel que les autorités congolaises traînent un peu les pieds dans ces négociations avec le FMI, il y a lieu d'y penser. Il y a lieu donc de penser que les autorités congolaises voudraient beaucoup plus donc avoir une marge de manœuvre dans le cadre de ces discussions. C'est-à-dire ne pas accepter ou ingurgiter toute la potion que le FMI pourrait nous faire ingurgiter. Et j'ai l'impression que le Congo voudrait aller un peu en position de force dans le cadre de ces négociations, en se disant, bon, on a quand même une marge de manœuvre à travers, n'est-ce pas, nos prévisions budgétaires. Ce serait certainement une bonne chose, mais ça peut aussi être une fausse note, parce que personne n'est à l'abri d'un revirement de situation avec un président Trump, par exemple, qui peut décider aujourd'hui que l'Iran réintègre le marché international. Déjà, il y a des exemptions qui sont accordées à 8 pays par l'administration Trump. Donc, ça peut dégringoler aujourd'hui sur un budget prévisionnel qui est basé, qui s'étable sur 70% le baril du pétrole. On peut aujourd'hui, comme c'est en train de dégringoler, on peut se retrouver dans une situation bien difficile. Donc, c'est peut-être des bonnes prévisions, mais les autorités congolaises n'ont pas besoin de penser seulement au cash. Parce que, à regarder de près aussi, c'est comme si on a juste besoin du cash et fini la crise. Or, il y a des indicateurs macroéconomiques qui sont, pour certains, déjà à l'orange et même d'autres au rouge. Il faut absolument donc rétablir ces indicateurs macroéconomiques pour assainir donc le circuit macroéconomique et stabiliser aussi, pourquoi pas, la gestion. Et pour donner confiance en rapport à la question que tu posais tantôt, il faut qu'on paie la dette intérieure. Il y a des Congolais qui sont nantis, n'est-ce pas, des titres de dette auprès du Trésor public congolais qui ne sont pas payés depuis des années. C'est vrai il va falloir faire un audit, mais il faut qu'on y aille. On ne doit pas penser que payer la dette intérieure, ce sont des entreprises européennes, notamment françaises, notamment qui influencent ces négociations en disant au FMI, oui, il faut payer la dette intérieure, mais beaucoup plus pour les entreprises étrangères. Mais il faut qu'on pense aux opérateurs économiques congolais pour relancer la consommation. Oui, je voulais juste dire que l'hypothèse d'Alphonse sur l'attentisme du gouvernement pour voir évoluer les facteurs macroéconomiques n'est pas réaliste. Parce que on va toujours sur ce qu'on appelle un recadrage. C'est-à-dire que vous avez planifié et qu'il y a un problème. La planification est maintenant dynamique. Elle n'est plus statique dans le temps. Il y a le recadrage. Deuxièmement, quand on fait des propositions dans le cadre budgétaire, on va sur des hypothèses pessimistes. C'est-à-dire qu'on va aux hypothèses les plus bas. Pour que lorsqu'on arrive aux hypothèses les plus hauts, on a une positivité en termes de trésorerie. Voilà, donc l'attentiste, je pense que les cadres du gouvernement qui sont impliqués dans ces négociations, je ne vois pas qu'ils soient dans cette situation parce qu'il y a des mécanismes qui nous permettent, dans le domaine économique, de recadrer, également de planifier sur des hypothèses pessimistes, c'est-à-dire qu'il est plus bas. Voilà, ça c'est important. Maintenant, parlant de la dette intérieure, c'est vrai qu'il y a des compagnies qui sont appelées à faire cet audit. Je ne pourrais pas citer les noms, mais ils ne sont pas encore arrivés au bout. Mais moi, ce que je comprends, ce que je n'arrive pas à percevoir dans la dette intérieure, on voit seulement ce que le gouvernement doit aux opérateurs économiques. Mais est-ce qu'on voit aussi l'approche contraire, c'est que les opérateurs doivent auprès du gouvernement. Ça aussi, je pense que l'audit devait tenir compte de cela pour faire le gap, l'écart entre ce que le gouvernement doit et ce que doivent les opérateurs, en prenant en compte les opérateurs qu'on appelle notamment qui ont réalisé des éléphants blancs. Mais le terme éléphant blanc aussi, il faut dire qu'il y a un autre concept de ça. Voilà. Merci beaucoup. On va repartir du côté de la régie pour prendre une très très courte pause, 1 minute, si vous permettez. Et puis on revient rapidement sur ce plateau parce qu'il y a beaucoup de questions épuisées. Le FMI et le Congo, c'est des questions très très intéressantes à tout à l'heure.